Morgen allemaal, Pieter, ik moet inderdaad een paar mensen op een van die hervormingen die we doen proberen te krijgen. Maar goed, dames en heren, Think Different is een van de meest iconische slogans die denk ik ooit in een marketingcampagne van de laatste decennia gebruikt werd. Twee wereldbefaamde woorden getuigen van een counterculture, van het afzetten tegen de norm en boven de menigte willen uitsteken. Wie thuis is in de marketingwereld, die weet dat Apple deze slogan lanceerde. Vandaag, exact vandaag op 1 april, 50 jaar geleden, is Apple Computer Inc. opgericht door Steve Jobs en Steve Wozniak. Het begon als een start-up in een garage door twee studenten die hun studie afbraken, groeide uit tot het eerste bedrijf dat ooit $1 triljoen waard was in 2018. $1 triljoen, dat zijn 18 nullen. 18 nullen. In diezelfde tijdspanne is in Europa geen enkel bedrijf opgericht dat een marktkapitalisatie van 100 miljard haalde. 100 miljard, dat zijn slechts 11 nullen. Of, dat had u zelf ook begrepen, 7 nullen minder dan Apple. Zelfs die schaal halen wij in Europa niet. Het is geen slechte 1 april grap, maar helaas een bittere realiteit. En de vraag moet gesteld worden, hoe komt dat? Waarom lukt het andere landen over de plas wel om zeer succesvolle ondernemingen te laten doen? Ik geloof niet dat in andere landen de mensen slimmer, vindingrijker of ondernemender zijn. Nee, want daar heerst in dit land geen tekort aan slimme mensen, aan vindingrijke mensen, aan innoverende mensen. We moeten durven kijken wat ons dan wel tegenhoudt. Te veel van onze systemen remmen af waar ze eigenlijk zouden moeten versnellen. Een vergelijking maken met andere landen is dan natuurlijk altijd nuttig en de fiscale barometer die het VBO hier straks bekend maakt, die helpt ons in deze opdracht. Mais nous connaissons bien le problème structurel de notre économie. Premièrement, l'énergie. Le prix moyen de notre énergie dépasse celui de la moyenne européenne. Cette différence peut sembler faible, mais dans une économie compétitive, c'est souvent ce qui sépare la réussite de l'échec. Les récents événements au Moyen-Orient et l'incertitude autour des chaînes d'approvisionnement en pétrole et en gaz liquéfié ont également un impact sur notre approvisionnement énergétique. Et bien sûr, sur les débats publics et les interventions de certains présidents de partis. Nous suivons de près l'évolution et son impact sur le prix. Le moment venu, nous pourrons apporter un soutien cible, mais céder à la panique serait contre-productif. Deuxièmement, la réglementation. Nous sommes tous conscients que ce pays a une forte tendance à la surréglementation. La semaine dernière, j'ai eu une conversation avec des entrepreneurs allemands. Une anecdote racontée par l'un d'eux m'est restée en mémoire. Une institution financière avait décidé de vérifier les faits par elle-même. Elle avait soumis le même pitchbook dans une dizaine de pays de l'Union européenne. Dans 9 pays sur 10, aucune remarque ne lui a été adressée. Mais dans un seul pays, ce pays-ci, l'application des mêmes règles a généré pas moins de 150 remarques. Quand on entend une telle expérience, il devient difficile de nier qu'ici, le gold plating ou cette tendance à la surréglementation n'est pas un mythe, mais une réalité tangible. Comme vous le savez, nous voulons traiter ce problème de manière correcte et active et concrète. Les portes de mon cabinet sont ouvertes à toutes vos suggestions pour simplifier l'administration. Vous le savez, votre contribution est essentielle. Ten derde, de arbeidsmarkt staat in brand. Bovengemiddelde loonkost, Pieter heeft er al op gewezen, bovengemiddelde vacaturegraad, bovengemiddeld aantal langdurig zieken en een afnemend exportcijfer. De situatie die we geërfd hebben is rondom en ronduit stuitend. Dat keerde niet om in 1 jaar. De eerste hervormingen, zoals de beperking van de werkloosheid in de tijd, keren de trend. Maar dat vergt tijd, veel tijd. Ook het activeren van langdurig zieken is een werk van lange adem. Ten vierde onze begroting. Ook op begrotingsvlak blijft de situatie alarmerend. De schuld is beestig moeilijk te tellen. Het jongste rapport van het monitoringcomité vorige week gaf dat nog maar eens aan.
komende jaren zullen we elk jaar opnieuw miljarden moeten vinden. Die zoektocht brengt mij ongetwijfeld bij een ander groot pijnpunt, de fiscaliteit. Want ook hier moeten we de fouten van het verleden durven benoemen en bovenal oplossen. Een eerlijke, efficiënte en eenvoudige fiscaliteit zorgt voor groei. Groei die we nodig hebben om het budget op orde te zetten. De belastingdruk op arbeid is uitzonderlijk hoog, terwijl niet werken nog te veel wordt beloond. En die scheeftrekking zorgt ervoor dat meer werken weinig oplevert. De werkloosheid en inactiviteitsval die blijven te groot. En we moeten daarom werken beter doen lonen. Volgende maand, als alles volgens planning verloopt, breng ik met de hervorming van de personenbelasting naar de Kamer. Deze hervorming houdt een lastenverlaging in voor werknemers van €1000 per jaar tegen 2030. En we nemen verschillende maatregelen om daar te komen. Eerst en vooral de geleidelijke verhoging van het vrijgesteld inkomen. Dat wordt geleidelijk verhoogd van €10.910, wat het vandaag is, tot €15.600 in 2030. Tweede maatregel, de versterking van de werkbonus. Dat werkt op de laagste lonen in 2026 en in 2028. En dan ten derde het singelproof maken van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid door de bijdrage te individualiseren en het margebedrag te halveren in 2028. Het systeem houdt vandaag te sterk rekening met het klassieke gezinsmodel. Alleenstaande en gescheiden gezinnen worden benadeeld. We bewegen daarom naar een neutrale fiscaliteit die elk individu evenwaardig behandelt. We zoeken ook naar manieren om consumptie slimmer te organiseren. De BTW wordt te vaak ingezet als korting of als sociale ondersteuning, terwijl een lastenverlaging via de personenbelasting, wat we gaan doen, werken veel gerichter doet lonen. En plus de veiller à ce que le travail paye, nous voulons également que l'entrepreneuriat rapporte davantage. Ainsi, nous avons pris plusieurs mesures spécifiques pour les indépendants sans société et les indépendants à titre complémentaire. Premièrement, le crédit d'impôt pour les indépendants est doublé, passant de 3 750 à 7 500 euros. Deuxièmement, la taxe sur la cotisation pour les contrats de pension est supprimée. Et troisièmement, nous introduisons une déduction pour entrepreneurs et supprimons la majoration d'impôt en cas de paiement anticipé insuffisant. Pour les petites et grandes entreprises, nous intervenons sur le coût salarial. Nous atténuons cette charge grâce à l'indexation en centimes, à la réduction ONSS et à un plafond sur la cotisation sociale. Nous nous attaquons également à la complexité de la déclaration fiscale. La toute nouvelle déclaration comporte 47 codes de moins. Pour la première fois depuis des années, le nombre de codes figurant sur la déclaration a été considérablement réduit. Nous réduisons le nombre excessif d'exonérations, de déductions et d'exceptions qui caractérisent notre fiscalité. C'est la seule manière de parvenir à une véritable simplification. S'accrocher à des déductions utilisées par une poignée de contribuables, parfois à peine une vingtaine, ne fait que freiner le changement. Enfin, nous voulons favoriser la création et le développement d'entreprises capables de devenir nos Apple, Nvidia ou Microsoft. Nous voulons également que l'investissement rapporte davantage. Nous travaillons sur une loi sur l'investissement visant à renforcer le climat d'investissement avec une variante de la loi Koolman de Klerk ainsi qu'avec une simplification récente et un renforcement de la sécurité juridique pour les centres de recherche agréés. We zetten verder in op meer horizontaal toezicht. We bouwen aan een modern compliance-programma dat de digitalisering van de FOD-financiën versnelt. Mijn diensten proberen circulaires en fax sneller te publiceren, zodat reeds bij de publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad alle details bekend zijn. We willen bedrijven maximaal ondersteunen om zeker te zijn dat ze vooraf aan alle fiscale regels voldoen. En zo vermijden we onzekerheid en situaties waarin de overheid geen andere keuze heeft dan boetes opleggen. Zoals u weet hebben we al de automatische belastingverhoging van 10% afgeschaft, maar op termijn moet de manier van controleren anders en beter. De Voerdienst functioneert in dat opzicht al goed. Via voorafgaande beslissingen krijgen bedrijven rechtszekerheid.
Ook het Cooperative Tax Compliance programma zorgt vandaag al voor meer compliance en minder arbeidsintensieve controles. Beide initiatieven moeten we verder uitbouwen, zodat meer bedrijven er gebruik van zullen maken. Dames en heren, mesdames et messieurs, the power to be your best is een andere slogan van Apple. Ons best zullen we de komende jaren moeten blijven doen om fiscaliteit te verbeteren. We zetten momenteel stappen in die richting. En ik hoop dat volgende edities van de VBO Fiscaal Barometer dat ook zullen aantonen. De budgettaire toestand laat geen ruimte voor makkelijke oplossingen. We moeten durven kiezen. Afschaffen wat niet werkt en hervormen wat beter kan. In plaats van inefficiënte fiscale regimes in stand te houden. En dat zonder taboes. Kiezen om werken, ondernemen en investeren beter te doen lonen. Want dat zijn 3 fundamenten van groei. Als we willen dat hier bedrijven ontstaan die de wereld de komende 50 jaar veranderen, dan moeten we eerst onszelf en onze fiscale wetgeving veranderen. We moeten anders durven denken. Think different. Of, zoals Steve Jobs het wel eens zei, stay hungry, stay foolish. Ik dank u. L'informatisation, on a informatisé le processus en interne, ça a pris des années, et puis on est passé à la digitalisation, avec évidemment une des complexités dans la digitalisation, c'est qu'on ne fait pas tout seul. C'est un trajet qu'on fait, mais on doit être accompagné de les entreprises, et c'est difficile pour les entreprises, surtout les PME. Là, dans les solutions qu'on prend, par exemple, c'est comme tu disais, d'avoir des interactions rapides avec et soutenues avec les différentes associations professionnelles. Je pense, par exemple, pour parler de ce qui vient de se passer récemment, on a fait une politique, on a changé la chaîne TVA, on a des relations sur et on essaie d'accompagner les changements dans les entreprises à travers nos canaux de communication. Maintenant, on est dans la troisième étape, qui est celle de l'intelligence artificielle qui va arriver, qu'on commence à intégrer dans nos analyses, dans nos processus. Je pense que pour nous, quand on parle de l'évolution du personnel, il y a 2 choses, et je crois que c'est la même chose pour les entreprises, il y a le temps d'adaptation. Souvent, la limite, ce n'est pas la technique, il y a une loi ça, c'est comment on transfère, on intègre le processus, on forme le personnel dans un contexte qui est un peu compliqué, plus compliqué pour nous qu'une entreprise, parce qu'il y a au niveau des moyens et de la mobilité du personnel. Et puis pour aller jusqu'au bout, évidemment, l'intelligence artificielle va se mettre à plusieurs niveaux. Un des premiers qui est le plus simple, probablement, c'est les interactions avec les contribuables dans les opérations de tous les jours, donner de l'information, ça va pouvoir aider. Arrive la question des contrôles, et du contrôle fiscal, où merci avec le baromètre, ça permet pour nous d'objectiver et de nous améliorer, c'est vraiment un point. Si on enlève ça, on n'est pas les derniers. On va devoir travailler là-dessus. On a commencé à travailler là-dessus à travers des programmes comme la coopérative TAC pour les grandes entreprises et le code de conduite pour les petites et moyennes entreprises, parce que c'est des outils qui sont adaptés à la taille de l'entreprise. La problématique d'une grande entreprise, c'est pas la même chose, on va regarder le contrôle interne, comment elle est structurée, les relations avec son actionnaire, mais c'est autre chose, et là on a des conventions qui sont plus finalement des comptes de compromis, comment on se comporte. Ça va nous aider. Il n'empêche, et c'est une difficulté que notre SPF rencontre actuellement, c'est que vous avez besoin d'un temps d'adaptation et vous avez tout de même besoin d'un taux de couverture minimum pour aller pour faire du contrôle, pour regarder des choses. Pour le moment, je crois que sur 700 000 entreprises, il y a 20 000 contrôles à la Cour des frais, qui est relativement, c'est 5%. On cible en plus, grâce à des métiers, justement à l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on peut améliorer ça en étant plus efficient, mais en dessous de 5%, à un moment donné, il faut être aussi réaliste et objectif. Il y a ce qu'on appelle le tax gap, qui est lié à la fraude. On va faire ça, et parfois on est à la frontière entre ce qui est court, et puis évidemment, ce qui doit rester aussi, sur lequel le gouvernement travaille, c'est pour la fraude. Alors là, on doit être probablement encore plus performant et avoir des outils qui sont adaptés aux fraudeurs. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. On parle
fois d'accompagner ceux qui essayent de faire dans le cadre de la complexité. Là aussi, comment est-ce qu'on peut améliorer, par exemple, le ministre en parlait tantôt, on essaye le plus tôt possible de donner de l'information à travers des facs. Vraiment, des facs sur le milieu, on est d'accord, c'est compliqué pour tout le monde, d'abord que nous-mêmes on comprenne pouvoir le possible. Mais le ministre a été très attentif là-dessus. Sur ce point, il a cité deux choses au niveau européen, la compétitivité et la simplicité, en tout cas diminuer le coût de la construction. C'était une autre réponse un peu longue. Merci beaucoup, mais ça rejoint en tout cas en termes de bâtiment fort de l'économie, de la fiscalité belge. À côté de ça, on a bien entendu certaines mesures qui améliorent le partenariat fiscal ici chez nous en Belgique. On n'a malheureusement pas le temps d'aborder tous ces sujets aujourd'hui, mais si vous voulez en savoir plus, je fais référence à notre baromètre où tous ces sujets sont abordés en détail. Une petite réaction, Philippe, je t'en prie. Le micro. Très rapidement. La première chose, le ministre des Finances tout à l'heure a évoqué le nombre de cases dans la déclaration du PIB. Ok, une baisse. Et c'est vrai que c'était plus avec le fort. Mais je pense que le véritable indicateur, c'est la masse des textes. La loi, les arrêtés, les circulaires, la jurisprudence, l'interprétation, c'est ça le véritable critère. Et ça, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment de simplification, ce n'est pas l'SPF Finance qui est concerné, c'est le législateur qui est concerné. Deux, sur la question de la fiscalité des entreprises, je pense qu'il faut continuer à se battre sur l'idée des 15%, et par analogie, je me dis que c'est un peu le même débat qu'avec ETS2, c'est ce qui se passe aux frontières. Donc, ne n'abandonnons pas. Tant qu'on n'a pas réfléchi, est-ce qu'il y a moyen de faire des choses à la frontière? On a donné quelques exemples pour faire en sorte qu'on puisse, sur ce domaine-là, avancer. Et la troisième chose, harmoniser au niveau européen, c'est l'idéal. Hein. Très longtemps, je dis que c'est le péché fondamental, l'erreur fondamentale du traité de Maastricht, de ne pas avoir prévu des règles d'harmonisation à la majorité qualifiée plutôt que l'unanimité, mais le véritable enjeu, c'est l'harmonisation de la base comme ça. Je me souviens d'une réforme fiscale un peu des sociétés au Pays-Bas il y a quelques années. Sur quoi ont-ils amélioré leur compétitivité, leur attractivité? Ce n'est pas sur le taux, mais sur la définition de la base comme ça. Et en fonction de la définition que vous avez donnée, vous allez attirer plus ou moins tel ou tel type d'entreprise. On n'a quand même pas affaire à des amateurs. Hein. Je veux dire, le responsable, le multinational ne va pas regarder que le taux facial. Il va regarder quelle est la base imposable versus le taux. Juste quelques réflexions par rapport à ce que j'ai dit jusque-là. Merci.